Bonjour, chers téléspectateurs de Couleur TV. Je suis très ravi de revenir avec un entretien qui est spécial, qui porte sur la journée du 13 mai. Donc, une journée qui est très importante pour les Nigériens, et particulièrement pour les femmes nigériennes. Donc, c'est une journée de célébration, de lutte aussi, qui rappelle pas mal de combats, on va dire, de la femme nigérienne. Et aujourd'hui, pour parler de cette journée ô combien importante, j'ai à ma compagnie mademoiselle Adiza, qui est doctorante en droit ici à Casablanca, donc qui est notre invitée de Couleur TV aujourd'hui. Et donc, je vais l'inviter à se présenter et puis bienvenue et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de m'avoir invité sur ce plateau afin de parler de la femme nigérienne. Moi, je suis Hadiza Maman Salisu Abdou. Et je suis doctorante en deuxième année en droit public et sciences politiques à la FCJ Mohamedia. Merci Adiza et puis encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, la journée du 13 mai, comme nombreux le savent, elle a pris origine en fait le 13 mai 91 suite à la marche que les femmes nigériennes ont organisée en fait pour revendiquer, on va dire, une meilleure représentativité dans le comité d'organisation de la conférence nationale souveraine qui devait se tenir en juillet 91, donc juste quelques jours avant. Comme il se trouvait qu'il n'y avait qu'une femme en fait parmi 40 membres à la base, du coup les femmes ont marché, elles ont revendiqué pour avoir 5 places. Et c'est ce qui a permis de déclarer finalement cette journée en 92, journée de la nationale en fait de la femme nigérienne. Donc voilà un petit peu, on plante le décor. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec Adiza. Donc Adiza, j'aimerais te demander d'abord, pour toi, est-ce que tu l'as déjà fêté le 13 mai? Quand je dis fête, je ne parle pas des statuts sur les réseaux, mais une vraie fête en fait au Niger par exemple, avant. Et qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Qu'est-ce que ça évoque en fait? Pour moi, la journée du 13 mai symbolise la journée nationale de la femme nigérienne, comme vous avez eu à le dire, suite à la marche historique des femmes avant la conférence nationale souveraine. Ils ont réclamé un peu plus d'implication dans la commission préparatoire. Donc, suite à cela, on a constaté pas mal d'évolutions en ce qui concerne les droits des femmes. Même s'il reste du chemin à faire, mais il est quand même important de noter qu'il y a eu des avancées notables. Si on prend les actions qui ont été mises en place par l'État, par les organisations et aussi par les associations, ils sont pour la cause féminine. Effectivement, tu parles déjà des acquis qu'il y a eu, donc on considère, si j'ai bien compris, qu'il s'agit d'un point de départ, on va dire en fait, de la lutte féminine au Niger et les gains qu'il y a eu. Et parmi les acquis, on peut rappeler aussi la loi sur le quota qui a été modifiée d'ailleurs récemment. On a avancé encore les quotas pour les fonctions nominatives et électives à 25 et 30% actuellement, donc qui a aussi une avancée considérable. Effectivement. Mais pour toi, personnellement, en fait, oui, est-ce que tu as eu déjà à la fêter? Parce que je me rappelle, dès le temps, au Niger, on organisait dans les établissements, en fait, des fêtes à l'occasion du 13 mai. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion déjà de fêter avant? Franchement, je ne l'ai jamais fêté. Vu que quand j'étais au pays, je ne me rendais pas compte de tout cela et de tous les droits dont on bénéficiait. C'est une fois arrivé ici, avec une certaine ouverture, on se rend compte de beaucoup de choses. Donc, je me dis que nous qui avons eu la chance d'étudier, on ne se rend pas compte de ce genre de choses. Donc, imaginez les personnes qui ne sont pas instruites, qui n'ont pas pu bénéficier d'un certain encadrement. Alors, maintenant qu'on a parlé des femmes qui n'ont pas eu cette chance, en fait, d'étudier, nos mamans qui sont au village, qui travaillent dur, comme faire pour élever des enfants, pour subvenir aux besoins de leur famille, aux côtés de ces hommes vaillants également. On va parler un petit peu de ces femmes qui ont étudié ou de celles qui doivent étudier. La jeune fille d'abord, la jeune fille, la scolarisation. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que la situation évolue un petit peu, mais jusque-là, c'est quand même timide, surtout en milieu rural. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour
sensibiliser encore plus pour convaincre, j'allais dire, parce qu'il y a quand même une certaine réticence en fait. Et je pense que pour cela, il faut plus d'actions de sensibilisation. Je pense qu'elle est très importante, même si ça apporte pas encore ses fruits, il faut continuer. Je pense que c'est l'un des éléments importants, nécessaires ou essentiels pour permettre aux parents de se rendre compte de l'importance de la scolarisation de la jeune fille. En général, ils pensent qu'un garçon rapporte plus que la fille, vu qu'à un moment, on doit la marier. Et si on prend aussi qu'il n'y a pas assez de centres scolaires, le fait que ça soit limité, les parents, ils hésitent à envoyer leur jeune fille dans le milieu urbain. Parce qu'ils ont toujours cette crainte-là que la fille amène la honte à la maison. Alors que pour les garçons, c'est pas le cas. Ce qui fait qu'en général, le taux de scolarisation des garçons est plus élevé que pour la jeune fille. Tout à fait. Donc, entre autres ces raisons-là, il y a aussi la question du mariage. Parce que généralement, en fait, c'est des filles qu'on marie, je vais dire, assez tôt. Du coup, ça aussi, ça fait en sorte que, en fait, soit on ne les envoie pas à l'école parce qu'on a un autre projet. Bien sûr, il y a les tâches ménagères, des fois, il faut aller au champ, tout ce qui va avec. Ou bien, quand elles commencent l'école aussi, en fait, elles peuvent sortir assez tôt. Effectivement, pourquoi certains parents préfèrent marier leur fille tôt? C'est pour, en général, diminuer les charges. Il y a toujours la pauvreté, le facteur de pauvreté qui entre en jeu. Donc, si elle voit que si elle marie sa fille, les charges vont diminuer. Donc, c'est comme ça la vision en général des personnes dans les zones reculées. Et je trouve qu'on doit travailler sur ça, essayer de sensibiliser et leur faire comprendre que si une fille étudie, elle va faire bénéficier toute la famille. Donc, que grâce à cela, elle aura beaucoup de choses à accomplir. Donc, c'est important qu'ils mettent tous les moyens en œuvre pour lui permettre euh, d'avoir un certain niveau d'études. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as parlé du fait que, en fait, les parents, tu as parlé du fait que les parents, ils ont cette réticence, en fait, d'envoyer les filles en milieu urbain par rapport à la question d'éducation. Des fois, on ne connaît personne à qui la confier, tu vois. Et il y a un projet qui est en train d'être développé par rapport aux internats pour les filles. Oui. Bon, normalement, l'État avait promis une centaine d'internats qui devaient voir le jour début 2022. Donc, je ne sais pas, actuellement, je ne sais pas là où ils en sont. Mais est-ce que tu penses que ça peut aider? Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Vu que parfois, même si ils ont des personnes en ville, ils ne font pas confiance à la fille pour dire que voilà, elle va venir étudier chez les gens. Maintenant, si c'est internat, certains seront encore plus réticents, vu que là-bas, il n'y a pas les parents, il n'y a pas des personnes qu'ils connaissent. Mais c'est des internats pour que des filles, en fait. Pour que des filles. Oui, c'est pour cela que je dis que dans certains cas, certains peuvent accepter, mais dans d'autres, même si c'est seulement pour les filles, ils seront pas rassurés. Alors maintenant, on va aller, comme on a parlé un petit peu de la femme au Niger, on a parlé des problèmes, tout ce qui concerne la scolarisation de la jeune fille, on a parlé aussi par rapport à l'étude, par rapport au fait que d'être intellectuel, d'être sorti aussi du Niger, qui change la donne, donc comme ce que tu viens de souligner. Mais avant d'arriver à la diaspora, on va commencer d'abord au niveau national. Tout à l'heure, tu as dit que il y a eu des acquis, on a rappelé la loi sur le quota, on a rappelé les associations et tout ce que les femmes font qui est formidable aujourd'hui, un combat qu'il faut saluer. Mais tu as dit quelque chose de très important et qui est vrai, c'est qu'il y a du chemin à faire. Et quand on dit qu'il y a du chemin, c'est qu'il y a des défis en fait, qui restent encore à relever. Donc, comme je le disais tantôt, au niveau national d'abord. Qu'est-ce que tu penses en fait pour toi? Qu'est-ce qui reste en fait à faire? Quelle est aujourd'hui la place, si tu veux, de la femme nigérienne, de manière générale? Je trouve que la femme, elle devient de plus en plus indépendante. Elle connaît de plus en plus de droits grâce à la mondialisation et aussi à l'évolution.
Donc, elles se rendent compte de plus en plus de leurs droits. Et aussi, grâce à la sensibilisation, les femmes rurales, elles développent de plus en plus les activités qui leur permettent d'avoir des revenus afin de subvenir aux besoins de leur famille. Effectivement, donc on peut dire qu'il y a un certain éveil de conscience et puis une certaine liberté aussi, en fait, que les femmes ont acquise qu'elles n'avaient pas peut-être avant. C'est cela. Effectivement, d'autant plus que maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes de responsabilité, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Quand on prend l'exemple des certaines femmes qui sont dans la sphère politique, par exemple, la Madame Hadiza Seyni, qui est la deuxième vice-présidente du Parlement. Et aussi, il y a Madame Bibata qui est la présidente de l'ARCEP. Et bien d'autres femmes inspirantes, comme, si j'ai une bonne mémoire, Madame Gogé Maimouna, qui apporte aussi sa contribution sur le plan scientifique. Oui, sur le plan scientifique. Effectivement. Et puis, il y en a plein de femmes, comme tu l'as souligné, en fait, qui ont occupé et qui occupent aussi des postes ministériels, même au Niger. Oui. Donc, c'est quand même, l'avancée, elle est considérable, c'est clair. Mais maintenant, sur les défis qu'il faut relever, par exemple, au milieu rural, tu as parlé des femmes, en fait, qui n'ont pas eu cette occasion d'aller à l'école, qui n'ont pas pu étudier. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes-là aujourd'hui dans leurs activités? Je parle des initiatives locales, par exemple, les femmes qui font du commerce, celles qui font de l'élevage, celles qui font de l'agriculture, en fait. Je trouve que les femmes rurales, on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est elles les vraies femmes battantes. Parce qu'elles font face à beaucoup de défis d'ordre économique, social. Et je trouve qu'elles sont marginalisées. Dans la plupart des cas, elles se trouvent être chefs des familles. Elles sont prêtes à exercer beaucoup d'activités pour pouvoir s'autogérer. Donc, je trouve qu'il faut plus d'action à leur faveur et essayer de mettre des plans d'action afin de permettre une plus grande inclusion de ces femmes-là. D'essayer de mettre aussi des centres de formation à leur faveur et aussi essayer de les informer sur ce qui se passe sur le plan national et essayer d'être à leur écoute par la mise en place des centres, comme je l'ai dit. Donc, pour leur permettre une plus grande autonomisation, vu que l'autonomisation de la femme, elle est cruciale dans le développement du pays. Et je trouve que vraiment, il est nécessaire qu'on les écoute, ces femmes-là. Effectivement, d'autant plus qu'elles sont plus nombreuses. D'ailleurs, celles qui ont étudié. Et aujourd'hui, elles font un travail vraiment qui est difficile. Donc, il faut, comme tu l'as dit, des initiatives plus sociales et beaucoup plus, en fait, favorables à ces femmes-là. Moi, je me rappelle de le temps, il y avait quand même des initiatives qui se faisaient. Je ne sais pas si actuellement ça continue ou pas. Il y avait des prêts qu'on donnait à ces femmes-là, en fait, qui faisaient du commerce. Il y avait du bétail qu'on prêtait, d'autres c'était de l'argent, d'autres c'était du matériel pour les couturières et tout ce qui va avec. Tu vois, ce sont des initiatives quand même qui peuvent permettre à ces femmes-là, en fait, d'être encore plus autonomes, comme tu l'as souligné. Effectivement, et de leur permettre aussi de réduire les taux de pauvreté. Parce qu'elles sont, la plupart du temps, des initiatives qu'il faut développer à l'égard des femmes, en fait, en milieu rural. On va revenir à la diaspora. Vous qui avez eu la chance d'étudier, de sortir, en fait, du Niger, de faire de longues études surtout, quel est le regard que la société porte sur vous, en fait? Surtout les hommes. Au Niger? Oui, au Niger. En tout cas, l'image qu'on a, l'image que les gens du pays ont de nous, elle est assez compromettante, si je peux le dire. Pourquoi? Parce que déjà,
pour certains, une fille qui quitte le pays, qui part à l'étranger, c'est mal vu. On considère que si elle vient, vu qu'il n'y a pas les parents, elle va faire du n'importe quoi. Et ce qui fait qu'ils pensent qu'on n'est pas des bonnes filles, on n'est pas des bonnes filles à marier. Et la plupart du temps, ils ont peur de nous. La majorité, ils pensent que vu qu'on a beaucoup étudié, on sera plus résistante. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Moi, je me dis que ça dépend de l'éducation de chacun. Même si on sera à l'étranger, ça dépend de comment on a été éduqué, de nos convictions. Donc, peu importe où on va, si on a nos convictions, on peut être bien. Et je trouve que la raison qu'il avance, elle n'est pas valable. Donc, côté éducation, je suis d'accord. Mais par exemple, ceux qui voient que les femmes qui sont intellectuelles, en fait, sont de plus en plus compliquées. C'est pas vrai, ça? Non, ça, c'est pas vrai. Ça dépend de la vision aussi de chaque personne. Même si la personne a étudié. Par rapport aux acquis, en fait, c'est vrai, on a rappelé tout à l'heure brièvement quelques acquis, la loi sur le quota et tout. Et en tant que juriste, là, on va laisser la juriste s'exprimer justement. J'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on peut retenir en fait des avancées qu'il y a eu pour les droits de la femme au Niger. Et donc, suite à la marche historique des femmes de 1991, comme vous avez eu à le dire, il y a eu des avancées notables, des très importants de souligner. Donc, bien que cela soit un processus, on peut noter les différents plans d'action qui ont été mis en œuvre, non seulement par l'État, mais aussi par les ONG et les associations. En ce qui concerne l'État, donc, on peut noter ou souligner une réelle volonté de l'État de promouvoir la femme nigérienne et d'aller dans le sens de la préservation de ses droits, donc notamment en ratifiant les différents instruments internationaux sur les droits de la femme, tels que la Convention internationale sur l'élimination et de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Aussi, à travers la révision de certaines lois, dont entre autres la loi sur les quotas, qui institue le système de quotas qui a été adopté en 2000 et qui a été ensuite révisé en 2014, ensuite en 2019. Donc, il faut souligner qu'avant, les quotas étaient de 15% au départ. Par la suite, il a été porté à 25% pour enfin être à 30%. Et je pense que c'est vraiment une réelle avancée. Donc, on est en train d'arriver. Alors, on chemine progressivement. Oui, effectivement. Donc, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, comme on l'a dit. Donc, oui. Exactement. Donc, et aussi, à travers les activités des ONG, on voit qu'il y a de plus en plus des activités comme la formation des femmes dans les zones rurales. Donc, à travers il y a les coopératives aussi. Oui, les coopératives qui apprennent aux femmes comment développer des activités génératrices de revenus. Donc, et aussi, ce que j'ai oublié de souligner, il y a aussi le fait que l'État ait mis en place le ministère de la promotion de la femme et de l'enfant. Donc, il y a tout cela et... Un ministère qui est généralement occupé par des femmes, naturellement. Oui, il est majoritairement féminin. Ouais. Donc, tout cela nous pousse à dire qu'on est en train de partir vers le résultat escompté, même si, comme je l'ai dit, il reste du chemin à faire. Donc, les femmes doivent encore redoubler d'efforts, elles doivent se ressaisir donc, et réclamer les droits qui leur reviennent. Il ne s'agit pas de se comparer à l'homme, mais juste de reconnaître leurs droits. Donc, et dire qu'avec les mêmes diplômes, une femme, elle peut faire ce qu'un homme peut faire. Donc, la parité, comme oui, la parité, effectivement, et l'équité. C'est juste ça, sinon, c'est pas une question de se comparer à l'homme. On a été créés différemment. Chacun a son rôle à jouer. On a été créés pour être complémentaires. Voilà, donc c'est clair en tout cas sur cette question d'égalité que certaines femmes
défendre ardemment, mais je pense qu'au Niger, ce n'est ni l'environnement, ni le moment, et je ne pense même pas que le moment viendra, en tout cas où on peut vraiment parler d'égalité homme-femme au Niger. La parité, l'équité, comme tu l'as dit, oui, ça peut passer effectivement, et pour ma part, en tout cas, c'est ça le vrai combat que les femmes doivent mener. Alors, maintenant, on va partir à la conclusion. Okay. Donc, on est sur la diaspora actuellement et puis on a parlé un petit peu du regard de la société sur les femmes, les filles qui ont eu cette chance d'étudier longtemps et surtout celles qui sont sorties. Oui. Et maintenant, quel conseil en fait tu peux donner à ces filles-là, tes petites sœurs qui veulent étudier, celles qui veulent étudier longtemps et puis celles qui veulent aussi sortir pour étudier par rapport à ce regard-là dont tu as parlé tout à l'heure surtout? Moi, je pense que les préjugés ne doivent pas être un frein pour atteindre nos objectifs et nos rêves. Donc, pour moi, on peut le faire. Si dans un rêve, elles peuvent le faire. Si on a un objectif, on a un rêve, on peut le faire. Tant que ce n'est pas à l'encontre de nos convictions, tant que ce n'est pas à l'encontre de nos parents, si on a le soutien de nos parents. Donc, on doit faire fi de ces préjugés qui ne sont pas fondés. Donc, on est là, on a un objectif à atteindre. Donc, que les préjugés ne nous bloquent pas. Et c'est donc que ce qu'on est en train de faire, c'est pour apporter notre contribution dans le développement du pays. Ce n'est pas pour que cela soit vain au final. Donc, ils doivent se dire qu'elles ont aussi un rôle à jouer dans le développement du pays. Donc, chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Voilà, effectivement, pour que tout se fasse de façon harmonieuse et... Alors, il y a quelque chose en fait qui m'interpelle dans cette réponse que tu as donnée, c'est le côté objectif en fait, rester fidèle à sa conviction tant que en tout cas ça ne porte pas atteinte aux objectifs, on va dire, ou bien au rêve d'une autre personne, ou bien au regard de la société de manière générale, ou bien de la religion. Donc, oui, il faut aller au bout, comme on dit, au bout de ses objectifs. Et puis, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, le Niger a besoin des intellectuels, le Niger a besoin de développer toutes les compétences, que ce soit des hommes ou des femmes. Et comme les femmes sont plus nombreuses au Niger, donc on ne peut pas faire ça, en fait. Il faut vraiment que les filles puissent étudier, et étudier longtemps, aussi longtemps que possible. Donc, quand il le faut, et puis aller occuper ces fonctions-là qui nous attendent finalement. Si on a les objectifs, il suffit juste d'oser. On peut le faire. Donc, on ne doit pas avoir de blocage. Du moment où on a la capacité donc, et on a les compétences, il suffit juste de croire en soi et d'oser. Et tout est possible. Voilà, on va rester sur cette note positive. Croire en soi et puis oser surtout, donc sur tous les plans, on va dire, hein, sur le plan académique, sur le plan politique aussi. Il faut s'impliquer, même dans les associations à la diaspora, c'est un apprentissage, donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Alors, avant de conclure, juste un dernier mot. Si tu as quelque chose, un message à faire passer, ou en tout cas un dernier mot par rapport à l'entretien. Ce que j'ai à dire, c'est croyez en vous, osez et laissez votre trace sur terre. Pour conclure, je dirais que le développement d'un pays nécessite également la contribution de la femme. Et cela s'est fait à travers plusieurs points, notamment l'autonomisation de la femme, qui est cruciale dans ce développement. Et ce développement n'est possible que si la femme, si elle voit que son travail est reconnu et valorisé, et si aussi elle a les sentiments qui sont statut réel et puis en compte. Voilà, on va rester sur cette conclusion. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes au terme de l'entretien. Je tiens à remercier encore une fois Mademoiselle Hadiza d'avoir accepté notre invitation de Couleur TV et nous lui souhaitons très bon courage pour ses études. Merci à vous également. Merci à tous les abonnés de Couleur TV. Merci de continuer à nous suivre et puis de nous donner de la force aussi. Merci. Au revoir.